Mes parents ont manqué mon mariage pour regarder le chien de mon frère obtenir son diplôme de l'école d'obéissance. Alors, je leur ai envoyé une vidéo des vœux, et le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner à cause des appels manqués. Bonjour, je suis Camille. Le matin de mon mariage, je me suis réveillé à une douce lumière filtrant à travers les rideaux de la maison d'hôte que nous avions louée pour le week-end. L'air sentait légèrement la lavande et l'herbe humide, reste de la tempête de la nuit dernière. Antoine était déjà sorti avec son père pour une promenade autour de la propriété. Je suis resté, regardant mon reflet dans le miroir, ne répétant rien parce que tout ce que je voulais dire avait déjà été dit. Je pensais qu'aujourd'hui serait une question de présence, de personnes qui se présentent. Cela s'est avéré être une leçon d'absence. À 9h43, alors que je sirotais un café tiède dans ma robe de chambre, mon téléphone a vibré avec un message de Sophie. « Chérie, nous sommes tellement désolés. Bruno a sa remise de diplôme aujourd'hui. Il a travaillé si dur. Nous nous rattraperons bientôt. Amour, maman et papa. » J'ai cligné des yeux une fois, deux fois. Les lettres ne se sont pas réarrangées. Je l'ai lu encore et encore jusqu'à ce que les mots aient l'impression d'être du sable dans ma bouche. Remise des diplômes pour le chien. Ma bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai murmuré à la pièce vide, ils ont choisi le chien. Je n'ai pas pleuré. Pleurer implique une réaction au-delà de l'incrédulité. J'ai juste arrêté de respirer un instant. Puis, comme par automatisme, j'ai éteint mon téléphone, l'ai posé écran vers le bas sur la table de chevet et je suis retourné plier les serviettes. Quand Antoine est revenu, il a demandé, toujours pas de confirmation de présence. J'ai essayé de rire. Peut-être qu'ils veulent me faire une surprise. Tu sais, le drame, c'est dans le sang. Il a incliné la tête, sentant plus que ce que je disais, mais il n'a pas insisté. Il est juste venu derrière moi, a appuyé légèrement ses mains sur mes épaules et a dit « Ça ira. Cette journée est pour nous. » J'ai hoché la tête. Mais une partie de moi s'était déjà détachée. Vers 14h, les invités ont commencé à arriver. La cour était décorée de guirlandes lumineuses, de chaises dépareillées et du bourdonnement de guitares acoustiques provenant de l'enceinte Bluetooth qu'Antoine avait installée. Ses parents ont accueilli tout le monde comme des diplomates. Florence a même fait des badges avec une écriture cursive douce. J'ai repéré ceux étiquetés parents de la mariée et j'ai senti quelque chose de creux se tordre dans ma poitrine. J'ai demandé calmement à Florence si elle pouvait placer un bouquet près de ses sièges. Je ne pouvais pas me résoudre à dire pourquoi. Elle n'a pas demandé. À 15h30, j'ai marché seul dans l'allée. Ma meilleure amie Chloé m'avait proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Je voulais m'approprier la marche, même si l'espace à côté de moi ressemblait à un canyon. La lumière du soleil traversait le champ en fines raies, attrapant l'arrière de ma robe, la faisant briller d'une manière que je ne ressentais pas. Les deux chaises au premier rang, au centre, sont restées intactes. Les étiquettes parents de la mariée étaient fermement en place. Personne n'a osé s'y asseoir. L'air autour d'elle semblait sacré, ou peut-être maudit. Florence avait déplacé un arrangement floral juste assez pour couvrir partiellement les étiquettes, comme si elle me protégeait d'une vérité que tout le monde pouvait lire. Après les vœux, quand Antoine et moi nous sommes retournés pour remonter l'allée, je me suis accordé un seul regard par-dessus mon épaule. Les chaises sont restées intactes, inoccupées, symbole d'une promesse qui n'a jamais été faite et n'avait jamais eu besoin d'être brisée parce qu'elle n'avait jamais existé en premier lieu. Un cousin a murmuré trop fort derrière moi, peut-être que Bruno est major de promo. Ce n'était pas cruel. C'était inconscient. Mais cela rendait les choses pires d'une certaine manière. Les gens autour de moi souriaient, applaudissaient, prenaient des photos. La main d'Antoine serrait la mienne plus fort, m'ancrant, mais la partie de moi qui avait autrefois désiré l'approbation de mes parents avait déjà commencé à se calcifier. Plus tard, pendant les toasts, Florence a prononcé un discours tranquille. Rien de dramatique, juste de la chaleur. La famille n'est pas toujours celle qui vous a élevé. Parfois, c'est celle qui vous relève. Je l'ai remercié avec les yeux. Les mots semblaient trahir le poids de la journée. Quand le soleil a plongé sous les arbres et que le gâteau a été coupé, je suis retourné seul à l'endroit de la cérémonie. Je me suis tenu devant ces chaises et je les ai regardées comme une scène de crime. Je n'ai pas touché les étiquettes. Je n'en avais pas besoin. C'est le jour où j'ai cessé d'attendre qu'ils se montrent. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, regardant la lumière du soleil s'estomper sur ces chaises vides.
La musique s'était calmée, les invités dérivant vers les tables de réception où les guirlandes lumineuses clignotaient comme si elles essayaient de compenser quelque chose. Quand Antoine m'a appelé doucement du bord de la pelouse, je me suis retourné sans un mot. Mes talons ont craqué sur l'herbe et je suis retourné à la célébration comme si j'en faisais partie, comme si le silence ne m'avait pas déjà dit le contraire. À l'intérieur de la tente de réception, tout était exactement comme nous l'avions prévu. Simple, chaleureux, intime. Des amis discutaient, des verres s'entrechoquaient. L'enfant de quelqu'un dansait hors rythme près de la table des desserts. Je me suis déplacé parmi eux, souriant comme une invitée à l'événement de quelqu'un d'autre. Mon corps bougeait par instinct, s'arrêtant pour saluer d'anciens collègues, remercier les amis de collège d'Antoine, poser pour quelques photos. Chaque fois que je passais sous l'arche florale, mon estomac se crispait. Pas d'appel, pas de message vocal, juste l'absence. Portant du parfum et du rouge à lèvres comme si cela ne signifiait rien. Antoine est resté près, jamais à plus de quelques mètres. Ses yeux parlaient le plus maintenant. Je pouvais sentir la question muette derrière chaque regard, « Est-ce que ça va ?» et ma réponse tacite. Plus tard, Florence, toujours la diplomate, a discrètement ajusté les décorations, lissé les serviettes, mis les gens à l'aise sans dire grand-chose. À un moment donné, elle m'a tendu un verre de limonade et a dit, « Tu rayonnes, ma chérie. » J'ai hoché la tête, reconnaissante. Elle en savait assez pour ne pas en dire plus. Le dîner est arrivé. Nous nous sommes assis, avons ri poliment, partagé des souvenirs avec nos amis, puis sans avertissement, Élise, mon ancienne colocataire d'université, a laissé échapper un léger son de son siège de l'autre côté de la table. Son téléphone s'est allumé. Elle a incliné l'écran vers moi comme si elle n'était pas sûre que je devais voir, mais ne pouvait pas le garder pour elle. C'était un flux en direct. Le titre disait « Le grand jour de Bruno, remise des diplômes de l'école d'obéissance ». La vidéo s'ouvrait sur une scène lumineuse dans une école pour animaux locale, une bannière tendue à l'arrière, « Félicitations à nos diplômés ». Au centre, Bruno était assis fièrement dans un petit harnais genre smoking, langue pendante, queue remuant. Il y avait Sophie au premier rang, applaudissant comme si elle était à un spectacle de Broadway. Et Philippe, il rayonnait. À un moment donné, il s'est penché vers la caméra et a dit, « Il est notre fierté et notre joie ». J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas tressailli. Toute la table s'était tue. Élise a lentement baissé le téléphone, comme si elle avait peur qu'il ne la morde. J'ai murmuré, juste assez fort pour qu'elle et Antoine entendent, ils n'ont pas manqué mon mariage. Ils en ont organisé un autre pour quelqu'un avec une queue. Antoine a posé une main sur la mienne sous la table. Pas de mots, juste ce contact ferme et rassurant. Plus tard, alors que nous coupions le gâteau, quelqu'un avait laissé le flux en direct ouvert dans le coin d'une table d'appoint. Je l'ai vu du coin de l'œil, toujours en pose sur une image où Sophie faisait signe de la main comme si elle avait gagné un concours de beauté. Mes doigts se sont resserrés sur le couteau à gâteau. J'ai tendu la tranche à Antoine et j'ai murmuré, au moins, il s'est assis quand on lui a demandé. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité et l'extinction des lumières, je me suis assise seule dans notre petite cuisine de location, sirotant un verre de prosecco restant et écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Antoine était allé prendre une douche. Je regardais le comptoir où nos cartes de mariage commençaient à s'empiler. Mon téléphone a vibré. Un colis sera livré le matin, disait le message. J'avais presque oublié jusqu'à l'aube, mais il était là sur le porche, une boîte enveloppée dans du papier imprimé d'os de dessins animés et d'empreintes de pâtes. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai portée à la cuisine, l'ai posée sur la table et je suis resté un moment. Puis j'ai retiré le papier. À l'intérieur se trouvait un jouet en peluche Kikuin en forme de cœur, un os en caoutchouc avec du film doré autour comme un prix, et une carte. L'écriture était celle de Sophie. Espérons que ton mariage soit aussi obéissant que Bruno. De Bruno. J'ai fixé l'empreinte de pâte. Elle était dessinée comme l'aurait fait un enfant. Un peu décentrée, un peu suffisante. Ce n'était pas une réflexion après coup. Cela avait été planifié. J'ai fermé la boîte lentement, l'ai portée dans la chambre d'amis, ouvert le tiroir de la table de chevet et y ai placé la carte. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit à Antoine. Mais quelque chose a changé alors. Pas bruyamment, pas dramatiquement, comme une fissure dans une cloison sèche qui n'était pas là la veille. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'endroit de la cérémonie derrière la maison d'hôte. Les chaises étaient toujours là, toujours marquées, toujours à regarder.
J'ai ramassé les 2 étiquettes parents de la mariée, les ai portées au brasier et les y ai laissées tomber. Pas de cérémonie, pas de mots, juste la flamme et le papier. Ce n'est pas qu'ils aient oublié mon mariage. Ils se sont souvenus de quelque chose d'autre, de plus. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux, peignant de légères ombres sur le mur de la chambre. J'étais déjà réveillé quand le premier chant d'oiseau a brisé le silence. Antoine dormait toujours à côté de moi, respirant régulièrement. Je regardais le plafond, ne pensant pas, ne sentant pas, juste flottant dans cet espace gris entre l'engourdissement et la reconnaissance. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à moitié à un message. Rien. Juste des notifications d'invités me taguant sur des photos, des messages de félicitations et le désormais tristement célèbre clip de la remise des diplômes de Bruno, transféré plus de fois que je ne pouvais compter. Quelques tapotements ont fait apparaître la vidéo à nouveau. Il était là, Bruno dans son smoking miniature, la queue remuant sur scène, tandis que mes parents applaudissaient comme s'il avait guéri le cancer. La voix de Philippe résonnait encore dans ma tête, il est notre fierté et notre joie. J'ai fermé l'application, posé le téléphone face vers le bas et j'ai laissé échapper un lent soupir. Ce matin-là, je ne me sentais pas comme une jeune mariée. Je me sentais comme une organisatrice de mariage qui avait oublié qu'elle était aussi la mariée. Pendant qu'Antoine faisait le café en bas, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai ouvert mon ancien fil de messages avec Julien. Je ne l'avais pas regardé depuis des mois. La dernière vraie conversation que nous avions eue remontait à 9 mois, quand Bruno avait mordu le facteur et que Julien avait fait une crise dans notre conversation de groupe. Le gars est un désastre, il écrivait. Il a échoué à son dernier cours. Il ne passera jamais ce programme. Et moi, dans mon infinie sagesse ou peut-être juste dans mon désespoir, j'ai répondu, je paierai la compte pour l'Académie canine de Provence. C'est censé être le meilleur. Sa réponse était venue rapidement, sérieux? Tu fais ça? Je me suis souvenu à quel point cela faisait du bien, comme si j'avais enfin fait quelque chose qui me rendait plus qu'un simple bruit de fond. Quelques heures plus tard, Sophie m'a envoyé un message directement, tu es si attentionné. Il a de la chance d'avoir un frère comme toi. J'y avais cru alors, cru que ce geste signifiait quelque chose, que peut-être je gagnais enfin une place sur le mur. Pas un mur littéral, mais le genre où les gens se souviennent de se montrer pour vous. Maintenant, regardant mon application bancaire, j'ai cherché le débit. Il était là. L'Académie canine de Provence, 750 €, daté d'il y a exactement 9 mois. J'ai pris une capture d'écran, les coins de ma bouche se plissant d'incrédulité. C'est là que ça m'a frappé. Je n'avais pas seulement regardé mes parents sécher mon mariage. J'avais financé la célébration qu'ils avaient choisie à la place. J'avais payé pour mon propre effacement. Les mots ont jailli avant que je réalise que je les avais prononcés. J'ai erré jusqu'au bureau, toujours en pyjama, pieds nus. Un tiroir dans le meuble d'angle a bloqué quand je l'ai tiré, comme s'il résistait à ce que j'étais sur le point de trouver. À l'intérieur se trouvait une pile de cartes de remerciements inutilisées. Papier blanc fin, bordure dorée, une enveloppe déjà scellée, adressée de l'écriture de Philippe. Je l'ai ouverte. Merci d'avoir soutenu Julien et Bruno. On n'aurait pas pu le faire sans toi. Pas de signature, pas de chaleur, juste un reçu déguisé. Je me suis assise dans le fauteuil, la carte posée sur mes genoux comme un verdict. Ils n'avaient pas seulement choisi le chien. Ils avaient utilisé mon argent, ma bonne volonté, mon silence, puis ils l'avaient déguisé avec du papier d'emballage imprimé d'empreintes de pattes et l'avaient renvoyé comme une blague. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste levé, suis allé dans le placard du couloir et ai sorti un nouveau journal, un simple, couverture noire, sans ligne. J'ai imprimé le reçu de l'Académie canine de Provence et l'ai scotché sur la première page. Puis j'ai pris un stylo et j'ai écrit, c'est le prix de l'amour, mesuré en obéissance. J'ai fermé le journal, j'ai passé ma main sur la couverture une fois et je l'ai glissé dans le tiroir à côté de mon album de mariage. Je pensais être invisible. Il s'avère que j'étais indispensable. Juste silencieusement. Je n'ai pas rouvert le tiroir de toute la journée. Je l'ai juste laissé là. Ce journal pressé contre mon album de mariage comme une plaie scellée par du ruban adhésif. Antoine a remarqué quelque chose dans mon calme, mais n'a pas insisté. Nous avons passé la soirée dans un silence chorégraphié. Dîner, vaisselle, une courte promenade, une couverture partagée sur le canapé, comme si rien n'avait changé, bien que tout ait décalé d'1 degré.
Le lendemain matin, après qu'il soit parti travailler, j'ai regardé mon téléphone plus longtemps que prévu. Mon doigt a hésité au-dessus du nom de Sophie. Une partie de moi pensait, ne le fais pas, laisse-les partir. Mais la partie de moi qui croyait encore en une certaine version de la famille, celle qui finit par se montrer, a quand même composé le numéro. Philippe a répondu. Sa voix était aussi plate que du linoléum ancien. Bonjour. Salut, j'ai dit. C'est moi. Silence. J'espérais parler à maman. Une autre pause. Elle est occupée. De quoi tu as besoin? J'ai dégluti. Je voulais juste demander. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Il n'a pas hésité. Nous t'avons dit que Bruno avait sa remise de diplôme. Vous ne pensiez pas que le mariage de votre fille était plus important qu'un chien apprenant à s'asseoir? J'ai entendu du mouvement, peut-être lui passant le téléphone. Puis Sophie est apparue, son ton vif, poli. Camille, ma chérie, tu sais que les chiens sont loyaux. Ils n'abandonnent pas leur famille à cause d'un drame. C'était tout. Cette seule phrase. Elle l'a prononcée comme une sagesse, comme si elle citait les Écritures au lieu de lancer une brique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai avalé la respiration que je retenais. Les laisser s'installer dans mon estomac comme du plomb. Elle ne défendait pas son choix, j'écrirai plus tard. Elle insultait le mien. J'ai terminé l'appel sans un mot de plus. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. Je suis allé à la librairie, j'ai rangé quelques livraisons, répondu aux questions des clients sur pilote automatique. Vers midi, une de mes habituées, une femme âgée nommée Monique, est entrée cherchant un livre de jardinage. Je le lui ai tendu sans lever les yeux, mais elle s'est arrêtée, a étudié mon visage. Puis-je vous donner un conseil, a-t-elle dit gentiment. Si quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. J'ai cligné des yeux. Je ne voulais pas m'immiscer, a-t-elle ajouté, posant une main ridée sur la mienne. Mais parfois, il ne s'agit pas de réparer les choses, il s'agit de reconnaître qu'elles n'ont jamais été entières au départ. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. Une semaine a passé. Pas d'appel de suivi, pas d'excuses. Puis une lettre est arrivée. L'enveloppe était adressée de l'écriture de Philippe. L'adresse de l'expéditeur était la leur. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une note pliée, tapée à la machine. Pas d'écriture manuscrite, pas d'encre, pas de chaleur. Camille, le mariage, quand il est précipité, est souvent une performance. Nous avons choisi de ne pas encourager le spectacle. Espérons que tu comprends. Pas d'amour, papa. Pas de mention d'Antoine, juste une syntaxe froide et une agressivité passive déguisée en préoccupation. La lettre était parfaitement pliée, comme si cela avait été fait avec une règle. Cela ressemblait moins à une communication qu'à une mise en demeure. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Il n'y avait pas de malentendu ici. Pas de place pour l'interprétation. Ce n'était pas de la distance. Il me larguait avec une précision chirurgicale. Je suis entré dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le journal. J'ai scotché la lettre sur la page opposée du reçu de l'école d'obéissance. En dessous, j'ai écrit « Mon mariage était une performance, mais j'étais la seule à venir avec un script. Ils n'ont pas manqué mon mariage. Ils l'ont démantelé de loin. » Après avoir scotché cette lettre dans le journal, je l'ai laissée fermée sur le bureau et je suis sorti dehors. L'air avait changé, n'était plus chaud comme en été, mais frais avec le début de l'automne. Il sentait les feuilles séchées et quelque chose d'autre, quelque chose de stérile, comme la distance. Je n'étais plus en colère, pas au sens habituel. Cela s'était transformé en quelque chose de plus froid, de mesuré, comme aligner des dominos avec une précision tranquille, sachant exactement comment ils allaient tomber. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais le vent, les oiseaux, le tintement immistakable de la laisse de Bruno. « Salut », j'ai dit. Il a semblé décontracté. « Ouais. Ça va ?» J'ai ignoré l'hameçon. Je voulais parler du mariage. Une pause. « Écoute, je sais que ça a été compliqué, mais, je veux dire, ce n'est pas comme si quelqu'un était mort. » Julien, j'ai dit, calmement. Vous n'avez pas seulement manqué le mariage. Vous l'avez ignoré, fait semblant qu'il n'existait pas. Il a laissé échapper un petit rire,
comme si je venais de l'accuser d'avoir volé des snacks dans le réfrigérateur. Tu dramatises, Camille. Ce n'est qu'un mariage. Bruno s'entraîne depuis des mois. Papa a dit que c'était bon. Je suis restée silencieuse. Il a ajouté, tout ne tourne pas autour de toi. Voilà. La phrase qui a finalement fait saigner. Tout ne tourne pas autour de moi, juste tout ce qui ne les impliquait pas. J'aurais pu raccrocher, mais au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai riposté. Tu sais ce qui est drôle, j'ai dit, ma voix calme, délibérée. J'ai payé pour l'entraînement de Bruno. Ce programme dont vous étiez si fiers. Le petit smoking, les banderoles, la fierté et la joie. C'était moi. J'ai financé mon propre abandon. Son silence n'était pas du regret. C'était de la surprise. Pourquoi tu comptes toujours les points, a-t-il murmuré. J'ai failli rire. Parce que quelqu'un doit le faire. Vous certainement pas. J'ai mis fin à l'appel sans attendre de réponse. Cet après-midi-là, un message a vibré sur mon téléphone, venant d'une amie de la famille, quelqu'un qui n'avait pas réalisé que j'avais été coupé. Pas de légende, juste une pièce jointe photo. Je l'ai ouverte, m'attendant à d'autres félicitations de mariage. Au lieu de cela, j'ai vu Bruno, toque de diplômé de travers, langue pendante, entouré de la famille. Philippe, Sophie, Julien, même des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde souriant, applaudissant. Derrière eux, un gâteau. Tu l'as fait, Bruno. Mon estomac s'est serré, non pas de douleur, mais de clarté. Le message qui suivait disait, un tel moment de fierté pour votre famille. Triste que tu n'aies pas pu être là. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de murmurer, je n'ai jamais été invité à la fierté. Juste à la patience. J'ai imprimé la photo au magasin, j'ai entouré chaque visage à l'encre rouge, un par un, non pas avec rage, mais avec reconnaissance. Cette nuit-là, j'ai rouvert le journal. À gauche, ma photo de mariage. Antoine me tenant la main sous l'arche, ses parents derrière nous, les deux chaises vides à peine visibles. À droite, la photo de la remise des diplômes. Un côté rempli de gens qui m'ont choisi, l'autre de gens qui ont oublié que j'existais. J'ai scotché la nouvelle photo à l'intérieur. Puis j'ai écrit en dessous, la prochaine fois que quelqu'un me demandera qui m'a élevé, je lui montrerai le silence. La première fois que j'ai saigné, je n'ai pas crié. Mais cette fois, j'ai répondu. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu facilement. Je ne me tournais pas et ne me retournais pas. Je suis juste resté allongé, immobile comme une pierre, les yeux ouverts dans l'obscurité. Mon esprit ne courait pas non plus. Il était étrangement calme, comme la pièce après qu'une longue conversation soit terminée. Tout avait été dit, même l'indicible. Le matin, je n'ai pas fait de café. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai marché jusqu'au placard du couloir, j'ai sorti une vieille boîte blanche que j'avais autrefois utilisée pour ranger des cartes de Noël et je l'ai apportée au bureau. L'air semblait plus lourd autour d'elle, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait contenir. J'ai ouvert mon tiroir et retiré l'impression, le reçu de l'Académie canine de Provence, les plié soigneusement, les placer à l'intérieur. Puis j'ai écrit une note, simple comme la respiration, et les posé dessus, vous avez élevé un chien loyal. Je me suis élevé moi-même. Pas de venin, juste des faits. J'ai scotché la boîte, les adressés avec leur numéro de maison, pas de nom, pas d'étiquette de retour, et les placer dans le tas de courriers à envoyer à la librairie. Pas de cérémonie, pas d'annonce, juste le mouvement. Je n'ai pas vérifié de confirmation. Je n'ai pas demandé s'il l'avait reçu. C'était le but. Certaines choses parlent plus fort quand on arrête de crier. Ce soir-là, Antoine est rentré du travail et m'a regardé arroser les plantes le long de notre porche avant. Quelque chose dans mes mouvements a dû l'alerter. Ce n'était plus du chagrin. C'était un but. Après le dîner, il m'a tendu un livre relié en cuir. J'ai hésité, ne sachant pas si c'était un cadeau ou un geste. C'était les deux. Je l'ai fait faire cette semaine, a-t-il dit, au cas où tu voudrais garder tout ça au même endroit. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, chaque message qui avait fait mal, chaque image qui avait meurtri, la confirmation de présence qui n'est jamais venue, le flux de la remise des diplômes de Bruno, la lettre froide de mon père, le coup bas de ma mère sur la loyauté. J'ai passé mes doigts sur le papier, traçant les contours de chaque moment où on m'avait dit, directement ou autrement,
que je n'étais pas suffisante. Tu ne dois d'explication à personne, a dit Antoine doucement. Mais si jamais tu en as besoin, tu auras tes preuves. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je l'ai serré dans mes bras plus longtemps que d'habitude. Assez longtemps pour dire merci. Assez longtemps pour dire que je suis toujours là. Cette nuit-là, j'ai placé le carnet à côté de notre album de mariage. Ils étaient côte à côte comme des frères et sœurs, l'un documentant ce qui avait été construit, l'autre ce qui avait essayé de le défaire. Sur la couverture, j'ai écrit à l'encre argentée, « Voici pourquoi j'ai choisi la paix ». Le lendemain matin, j'ai fait une liste tranquille. J'ai appelé mon médecin, mis à jour mes contacts d'urgence, retiré leur nom des dossiers. Puis j'ai fait de même avec la banque, la compagnie d'assurance, la pharmacie. Chaque appel était une sorte de clôture. Pas de larmes, pas d'explications, juste la formalité. Certaines sorties ne nécessitent pas de claquer les portes, juste une lente marche, la tête haute. L'après-midi, je suis retourné sur le porche, je me suis assise avec un verre de thé, j'ai regardé les feuilles tomber sans essayer de les attraper. Je n'ai pas brûlé le pont. J'ai juste cessé de masquer la pourriture. Les feuilles venaient juste de commencer à tourner quand j'ai décidé de partir. Le matin était frais, l'air vibrant du parfum de pin et de béton humide. Je n'ai pas dit à Antoine. Je n'avais pas besoin de son opinion, ni de son réconfort, ni même de sa protection. J'avais juste besoin de voir par moi-même jusqu'où ils avaient poussé l'effacement. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai sorti de mon tiroir l'ancienne carte d'anniversaire, une que j'avais écrite pour Sophie il y a 2 ans et jamais envoyée. Elle disait toujours « Je t'aime » à l'encre bleue. Je l'ai glissée dans une enveloppe, les scellée et les rangée dans mon sac à main. Leur maison ressemblait exactement à la même. Revêtement blanc, et parfaitement taillé, une couronne saisonnière sur la porte. Une façade de chaleur superposée sur un creux que je connaissais trop bien. J'ai sonné une fois, puis 2. C'est Sophie qui a ouvert la porte. Elle a cligné des yeux, surprise, mais ne s'est pas écartée. « Camille » a-t-elle dit platement. Nous ne nous attendions pas. Je sais. Elle a hésité, puis m'a fait signe d'entrer. Philippe est sorti promener Bruno. Bien sûr qu'il l'était. Je suis entré dans le salon. Ça sentait le pot pourri et le silence. Tout était propre, arrangé, intact. Et puis je l'ai vu. Le mur. Il avait grandi. Là où il y avait autrefois quelques photos encadrées s'étendait maintenant une galerie entière de souvenirs, organisée avec une mission. Julien en bas âge, Julien à la remise des diplômes, Bruno portant un chapeau de fête, une toile imprimée de Sophie embrassant le chien sur le nez, l'écriture dorée en dessous disant « Premier petit enfant ». J'ai parcouru le tout 2 fois. Pas de photo de mariage, pas d'annonce de fiançailles, pas même une photo de moi enfant. Pas un seul centimètre carré de mur ne reconnaissait que j'avais jamais existé dans cette famille. J'ai avalé le pincement, les laissé s'installer profondément. Il semble que le chien soit encore devenu major de promo, j'ai dit, les yeux toujours fixés sur la toile. La voix de Sophie a tremblé. C'est juste la tradition, chérie. Ce mur est là depuis toujours. Je me suis tourné vers elle, non pas avec rage, mais avec précision. Tout comme votre silence. Elle a tressailli légèrement, mais n'a rien dit. J'ai cherché dans mon sac à main, j'ai sorti la carte et j'ai marché jusqu'à la table du couloir. Je l'ai posée doucement. Je ne resterai pas, j'ai dit. Ce n'était pas une visite. C'était une confirmation. Puis je suis parti. Pas une porte claquée, pas un regard en arrière, juste le son du gravier sous mes bottes et un vent qui avait finalement changé de direction. Ce soir-là, je me suis garé dans l'allée de Florence sans appeler d'abord. Les lumières étaient allumées. Elle a ouvert la porte avant que je frappe, comme si elle m'attendait. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas offert de pitié. Elle a juste ouvert ses bras et j'y suis entré. Tu n'as rien à prouver, a-t-elle dit doucement. Pas à eux, pas à moi. C'était le genre d'étreinte dont on se souvient. Non pas parce qu'elle a tout réparé, mais parce qu'elle vous a rappelé que certaines personnes savent comment vous tenir sans explication. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu dans mon couloir avec un marteau dans une main et une nouvelle photo dans l'autre. Moi et Florence au mariage, bras dessus, bras dessous, les yeux rieurs. J'ai choisi un endroit sur le mur au-dessus de la bibliothèque, l'ai marqué et j'ai enfoncé le clou de 2 coups fermes.
j'ai accroché le cadre, non pas parce que j'avais besoin de remplir l'espace, mais parce que j'étais enfin prête à commencer mon propre mur. Le mur qu'ils ont construit m'a oublié, alors j'ai commencé à construire le mien. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais accroché la photo avec Florence, et je n'avais pas touché aux réseaux sociaux depuis des jours. Mais ce matin-là, quelque chose m'a poussé. Une pensée, un murmure. Peut-être qu'il était temps, non pas de rager, non pas de supplier, juste de marquer ce qui s'était passé avec le genre d'honnêteté qui n'avait pas besoin d'excuses. J'ai ouvert Instagram, j'ai fait défiler les brunchs filtrés et les annonces de bébés, et j'ai trouvé la photo que j'évitais, celle de moi dans ma robe de mariée, la lumière du soleil attrapant juste assez de la dentelle pour la faire briller. Je l'ai légèrement recadrée, m'assurant que les deux chaises derrière moi restaient visibles. Les badges nominatifs étaient toujours lisibles, parents de la mariée. Je n'ai pas ajouté de filtre. Je n'ai pas retouché mon visage. J'ai écrit la légende avec soin, le respect était RSVP, mais ne s'est jamais montré. J'ai appuyé sur poster et j'ai posé le téléphone. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être quelques j'aime, un ou deux messages discrets. Mais à midi, ma boîte de réception débordait. Les commentaires arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Certains étaient choqués. Certains ont partagé leurs propres histoires. Certains ont juste écrit un merci. Ce soir-là, la photo avait été partagée plus de 1000 fois. Twitter l'a reprise. Puis Facebook. Quelqu'un a fait un collage côte à côte, moi dans ma robe de mariée à côté de Bruno dans sa toque de diplômé. Ce n'était pas cruel. C'était dévastateur. Les gens ne riaient pas. Ils étaient en colère pour moi. À la fin de la semaine, une productrice d'une émission matinale locale m'a contacté. Nous serions ravis de vous recevoir, a-t-elle écrit. Racontez votre histoire, si vous êtes prête. Antoine a lu le message avec moi, son bras autour de mes épaules. Il n'a pas dit grand-chose, a juste hoché la tête et a murmuré, si tu veux, je serai là. Le studio était plus froid que je ne m'y attendais, les lumières trop vives, le maquillage plus lourd que je n'aimais. Mais quand les caméras ont tourné et que l'animatrice s'est penchée en avant avec sa sincérité exercée, je n'ai pas tressailli. Qu'est-ce qui vous a poussé à poster cette photo, a-t-elle demandé. J'ai regardé droit dans l'objectif. Pas l'animatrice, pas le public. L'objectif. Parce que le silence n'a jamais été mutuel. Il a été imposé. Et je ne le porte plus. Il ne s'attendait pas à cette réponse. On pouvait l'entendre dans le silence qui a suivi. Nous sommes passés à la publicité, nous sommes revenus, et elle a posé la question que je savais venir. Avez-vous un exemple de ce qui s'est passé? J'ai sorti un papier plié de ma poche. Ma mère a envoyé ce message le matin de notre mariage, j'ai dit, le dépliant lentement. Bruno a sa remise de diplôme aujourd'hui. Il a travaillé si dur. Nous passerons demain. Des halètements ont parcouru l'audience. L'animatrice a cligné rapidement des yeux, comme pour gagner du temps. Ils ont manqué votre mariage pour ça? Ils ne l'ont pas manqué, j'ai dit, calme et clair. Ils ont choisi autre chose. Parfois, la vérité n'a pas besoin de rage. Elle a juste besoin d'un microphone. Nous avons conclu avec une dernière question. Que signifie la famille pour vous maintenant? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai jeté un coup d'œil à Antoine dans les coulisses. La famille, ce n'est pas l'ADN. C'est la présence. Ils ont choisi la leur. J'ai choisi la mienne. Des applaudissements ont suivi. Pas tonitruants, mais ancrés. Réels. Quand nous sommes sortis au soleil, une femme attendant près de la porte du studio m'a touché doucement le bras. Merci, a-t-elle dit, la voix brisée. Ce n'était pas seulement votre histoire. C'était aussi la mienne. J'ai hoché la tête, n'ai pas pleuré, j'ai juste serré sa main une fois. Ils n'ont jamais dit que j'avais tort. Mais cette fois, je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai désactivé toutes les notifications. Non pas parce que j'étais submergé, mais parce que je ne l'étais pas. J'avais dit ce qui devait être dit. Il n'y avait rien de plus à ajouter. Et pourtant, le monde ne semblait pas avoir fini d'écouter. Antoine me l'a dit cet après-midi-là, pendant que je réapprovisionnais les étagères au magasin. 3 millions, a-t-il dit doucement. C'est le nombre de fois que le clip a été vu. J'ai cligné des yeux, de l'autre côté du comptoir. 3 millions? Il a hoché la tête.
Et ça continue. Les messages ont afflué les jours suivants. Certains de la part d'inconnus qui ont partagé des histoires étrangement similaires aux miennes. Certains de la part de personnes qui ont juste écrit « Je te vois ». Quelques-uns de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des amis du lycée, des cousins éloignés. Pas un seul de mes parents. Pas un appel manqué, pas un lien transféré, juste leur absence plus forte que jamais. Puis un après-midi, Élise m'a envoyé un message, juste une capture d'écran, pas de commentaire. Bruno était assis fièrement à côté d'une boîte de friandises pour chiens haut de gamme. Son visage figurait sur une nouvelle gamme de produits d'une entreprise d'aliments pour animaux, cadeau d'aliments pur bonheur. Champion de la famille, disait l'étiquette. La légende était de Julien, fier de notre garçon. La vraie loyauté à quatre pattes. Ils n'ont pas nié ma vérité. Ils ont monétisé la leur. J'ai imprimé l'image et les scotché dans le journal, face à la photo d'Antoine et moi sous l'arche de mariage. J'ai fixé le contraste. Un côté, une célébration née de l'amour, l'autre, du marketing et du bruit. En dessous, j'ai écrit au stylo, ils ont envoyé des fleurs à un chien. Je n'ai rien eu, pas même des mauvaises herbes. Le dimanche suivant, je suis allé chez eux. Je ne les ai pas prévenus. Je n'ai même pas vérifié s'ils seraient là. J'avais juste besoin de me tenir là une fois de plus. Le quartier ressemblait au même. Des voitures garées proprement, des pelouses tondues comme si elles avaient peur du jugement, ce genre de calme qui n'avait rien à voir avec la paix. Leur voiture n'était pas là. La laisse de Bruno manquait au crochet près de la porte. Un autre événement, sans doute, un autre rassemblement où il serait le petit-fils qui ne répondait pas. Je me suis tenu à la boîte aux lettres pendant une minute entière avant de fouiller dans mon sac. J'en ai sorti une petite enveloppe contenant une photo, notre gâteau de mariage. Au dos, j'avais écrit « Vous avez encore manqué ça ». Je l'ai glissé dans la boîte et je suis parti. Les fenêtres de la maison étaient immaculées. Les rideaux parfaitement tirés. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une exposition de musée, la famille qui existait autrefois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Mais j'ai senti quelque chose glisser de moi sur ce trottoir, comme un fil que j'avais trop serré qui venait de se briser. Sur le chemin du retour, j'ai pris la route la plus longue, non pas pour gagner du temps, juste pour respirer. C'était calme sur les petites routes, le genre de calme qui n'était pas vide, mais nécessaire. Je suis passé devant un petit bâtiment blanc que j'avais vu 100 fois sans jamais le remarquer. Un panneau manuscrit sur la porte disait « Groupe de soutien, pardonnez ce qu'on ne peut oublier ». J'ai ralenti la voiture, mon pied hésitant au-dessus du frein. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé, une fois, deux fois. Peut-être un jour. Peut-être pas. Mais je savais quelque chose maintenant, quelque chose de simple. Je n'étais pas prête à pardonner, mais j'en avais fini d'attendre des excuses. Ils avaient laissé la porte déverrouillée une fois. Cette fois, j'ai verrouillé la mienne exprès. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. J'ai juste dormi profondément, sans interruption, comme si mon corps avait enfin accepté qu'il n'y avait plus rien à combattre. Quand je me suis réveillé, le ciel dehors était encore argenté. J'ai fait du café lentement, délibérément, et j'ai tiré les stores juste assez pour laisser entrer la lumière. Il n'y avait pas besoin de se précipiter dans la journée. Elle arriverait de toute façon. Plus tard cet après-midi-là, un colis est arrivé sur le pas de la porte. Je n'avais rien commandé, et pendant une brève seconde, j'ai pensé que c'était peut-être eux. Peut-être que quelqu'un s'était souvenu de mon existence de manière tangible. C'était d'Élise. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note manuscrite. J'ai fait ça pour toi. Pas pour eux. Parfois, nous devons nous rappeler ce que nous avons survécu. J'ai glissé la clé dans mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur play. La vidéo n'était pas longue, 15 minutes peut-être moins, mais elle l'avait éditée avec soin. Pas de musique dramatique, pas de transitions astucieuses, juste des moments bruts. Un plan des chaises étiquetées aux parents de la mariée, toujours intact. Un gros plan de mes mains tremblant légèrement alors que j'ajustais mon voile. Antoine me regardant avec une calme assurance. Les doux applaudissements quand nous nous sommes embrassés. Il n'y avait pas de son par moment, juste le silence. Je l'ai regardé une fois, puis encore, pas avec un verre de vin, pas à travers les larmes, juste avec ma respiration et ma clarté. C'est arrivé, j'ai murmuré. Et j'étais là. Et j'étais suffisante. Je n'ai pas partagé la vidéo.
Je l'ai téléchargé en privé, non répertorié, juste pour moi. Je n'avais pas besoin de commentaires ni de j'aime. J'avais juste besoin qu'elle existe quelque part en dehors de ma mémoire. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite sur l'enveloppe, juste mon nom tapé dans une police simple. À l'intérieur se trouvait un message imprimé, j'ai regardé votre interview. J'ai pleuré. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était trop familier. Merci d'avoir donné une voix à ce que certains d'entre nous n'ont jamais pu faire. Pas de nom, pas d'information de contact, juste la validation. Parfois, des inconnus portent plus de votre cœur que votre propre sang. J'ai tenu la lettre un long moment avant de la glisser dans le tiroir à côté de la vidéo de mariage et de mes vœux. Plus tard cette semaine-là, un groupe de femmes locales m'a contacté. Elles avaient vu l'interview. Elles voulaient que je parle, que je partage non seulement ce qui s'était passé, mais comment je m'en étais sorti. Au début, j'ai dit non. Puis, le matin de l'événement, je me suis réveillé avec une envie soudaine d'y aller. Pas pour elles, pas même pour moi, mais peut-être pour quelqu'un qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Cette nuit-là, avant de quitter la maison, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « Je ne suis pas né pour être le silence dans la mémoire de quelqu'un d'autre ». Quand je suis rentré, j'ai vidé le tiroir du meuble du couloir. À l'intérieur, j'ai placé 3 choses, mes vœux manuscrits, une image imprimée de la vidéo de mariage, la lettre anonyme. Puis je l'ai étiquetée, pour la version de moi qui a oublié qu'elle comptait. Je ne les effaçais pas. Je me traçais enfin mes contours. 2 jours après avoir étiqueté le tiroir, j'ai été tagué dans une photo par un cousin éloigné dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis le collège. J'ai failli ignorer la notification, pensant que c'était juste un autre post souvenir ou une photo de baby shower, mais mon pouce a plané au-dessus de la miniature assez longtemps pour que l'aperçu s'affiche. Sophie et Philippe se tenaient de chaque côté de Bruno. Ils portaient une autre tenue fantaisie. Celle-ci, une veste en jean avec les mots Granchio brodés dans le dos en fil rouge. Derrière eux, une table de pique-nique bordée de ballons, de couverts en plastique et d'un gâteau en forme d'os. La légende disait « Notre précieux Granchio, la lumière de nos vies ». Pas de mention de moi. Pas un regard vers la fille qu'ils avaient élevée. Aucune reconnaissance que les jours précédents avaient marqué ce qui aurait été notre premier anniversaire de mariage. Je n'ai pas tressailli. Plus maintenant. Mais j'ai enregistré l'image. Pas pour m'y complaire, pas pour pleurer, juste pour me souvenir. Non pas parce que j'avais besoin du rappel, mais parce que parfois la clarté mérite son propre cadre. Ce soir-là, je me suis assise sur le bord du canapé pendant qu'Antoine préparait le dîner. Je lui ai montré la photo. Il n'a pas posé de questions. Il ne m'a pas grondé. Il m'a juste versé une tasse de café et me l'a tendue avec une compréhension silencieuse. Ils ont fait leur choix, j'ai dit, les doigts serrés autour de la tasse. Je suis juste contente que ce n'ait pas été le mien. Il a hoché la tête une fois, n'a rien dit. Il savait que le silence signifiait parfois plus que le réconfort. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu devant le mur de la galerie dans notre salon, celui que j'avais commencé à construire il n'y a pas longtemps. Florence et moi souriant au mariage, un cliché d'Antoine riant, une photo de la grande réouverture de la librairie. J'ai levé la main et j'ai retiré toutes les photos de mon enfance. Chacune s'est détachée du mur comme si elle avait dépassé son séjour. Je ne les ai pas jetées. Je n'étais pas en colère. J'étais prête. À leur place, j'ai accroché 3 nouveaux cadres. Le premier contenait notre photo de mariage, juste nous deux, silhouettés contre l'arche, le soleil de fin de journée réchauffant nos épaules. Le second, une photo prise sous le chêne derrière notre maison. Antoine me tenait la main. On pouvait voir Florence en arrière-plan nous regardant avec cette douceur maternelle fière qu'elle n'a jamais essayé de posséder, mais a toujours donné librement. Le troisième cadre était vide. À l'intérieur, j'ai placé une carte manuscrite qui disait « À remplir par ceux qui se présentent ». J'ai reculé et j'ai regardé l'arrangement. Ce n'était pas symétrique. Ce n'était pas parfait. Mais ça semblait juste. Avant de me coucher, je suis retourné à mon journal, celui qui avait commencé par des reçus et s'était lentement transformé en quelque chose d'autre, un catalogue tranquille du devenir. J'ai ouvert une page vierge et j'ai écrit « On ne peut pas rivaliser avec un fantôme, mais on peut choisir de ne pas en devenir un ». Puis j'ai refermé la couverture et j'ai verrouillé le tiroir. Ils ont fait de Bruno leur héritage. J'ai fait de la paix le mien.
Le soleil de l'après-midi se déversait à travers les fenêtres de la cuisine comme il avait été invité. Aucune célébration officielle n'était prévue, pas d'anniversaire de mariage, pas d'anniversaire, pas de gros titres pour justifier un rassemblement, mais la maison semblait pleine d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Florence a apporté un gâteau au citron de son groupe paroissial. Élise est arrivée avec une bouteille de cidre pétillant et un appareil photo en bandoulière, toujours prête à capturer quelque chose qui mérite d'être gardé. Deux de nos voisins, Clara et Michel, ont apporté des chaises pliantes et une salade de pommes de terre qui n'avaient pas besoin de compliments pour importer. Et Léa, la petite fille que je parraine au centre communautaire, m'a tendu une fleur qu'elle avait cueillie elle-même, tige tordue et tout. Nous nous sommes assis en cercle dans le jardin, des assiettes en carton posées sur les genoux, une conversation légère dansant entre les gorgées et les bouchées. Personne n'a demandé pourquoi nous étions là. Ils n'avaient pas besoin de le faire, parce que nous nous étions montrés. Nous nous sommes montrés, j'ai dit à un moment donné, levant mon verre juste assez haut. Et parfois, c'est une raison suffisante. Plus tard, après que le gâteau ait été coupé et la vaisselle rincée, je leur ai demandé de venir à l'intérieur, juste pour un moment. Dans le salon, au-dessus de la cheminée, était accroché un nouveau collage encadré. Je n'en avais parlé à personne. Je voulais qu'ils le voient tous en même temps. Au centre se trouvait une photographie de notre mariage, Antoine pressant un baiser sur mon front, le monde autour de nous doux et flou. À gauche, une photo de la réception, Florence en plein rire, Léa léchant le glaçage de ses doigts, Élise Flo en arrière-plan ajustant son objectif. Les deux chaises du premier rang sur l'image étaient toujours vides. Mais personne n'a remarqué. Ou si c'est le cas, personne n'a dit un mot. À droite, j'avais imprimé la couverture de mon journal, l'avais légèrement agrandi et l'avais placé dans un simple cadre blanc. Sur le devant, en lettres argentées, voici pourquoi j'ai choisi la paix. Sous le collage, gravé sur une plaque en bois qu'Antoine m'avait aidé à monter, étaient les mots, même avec des chaises vides, je ne l'étais pas. Florence s'est avancée la première. Elle n'a pas parlé. Elle a juste touché légèrement le cadre, a hoché la tête une fois et s'est rasise. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. Le silence contenait tout. L'héritage n'a pas besoin de permission. Il a besoin de présence. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Sophie ou de Philippe. Pas un appel, pas une carte postale, pas même un pouce levé numérique. J'ai appris par le fil de Julien que Bruno avait gagné un nouveau titre d'agilité. Il y avait un ruban, un montage vidéo, une légende fière. Je les ai tous désabonnés cette nuit-là. Non par vengeance, mais par nécessité. J'ai écrit une dernière lettre. Les adresser à personne, juste à eux. Elle était courte, merci de ne pas être venu. Vous avez fait de la place pour ceux qui l'ont fait. Je ne l'ai pas posté. Je l'ai rangé à l'arrière du tiroir où les anciennes photos se trouvaient. La semaine suivante, je me suis tenu dehors devant le centre communautaire, le même que j'avais autrefois dépassé sans m'arrêter. Cette fois, je n'étais pas là pour une thérapie. J'étais là pour parler. Le flyer disait, quand se montrer signifie recommencer. En dessous, en plus petit, conférencière, Camille Dubois. J'ai pris le microphone d'une main ferme. Pas de tremblement, pas de doute. Je pensais autrefois que la guérison était bruyante, j'ai commencé. Mais parfois, ce ne sont que des choix tranquilles, faits l'un après l'autre. Comme choisir de se montrer. Comme choisir d'arrêter d'attendre quelqu'un d'autre. Pas d'applaudissements immédiats, juste une salle pleine de hochements de tête, quelques larmes silencieuses. Une femme au premier rang a murmuré « Merci ». Parfois, on n'obtient pas l'excuse. On obtient le pouvoir de ne plus jamais en avoir besoin. Je ne les ai pas exclus de ma vie. J'ai juste cessé d'accrocher leur version d'elle.